Jumbo, comment vas-tu? Je t'ai fait une vidéo ce matin qui s'appelle « Faut que tu l'aies vue avant de regarder celle-ci, sinon tu ne comprendras pas celle-ci ». Donc je t'ai fait une vidéo ce matin qui s'appelle la page 25 retrouvée par le guerrier Syrian Lord. En fait, cette page, nous l'avions déjà, la page 25. Nous l'avions déjà parce que le guerrier qui s'appelle l'âme agit doit s'opérer, qui travaille énormément, je te salue guerrier, qui travaille énormément, et c'est ce que j'aime, des gens qui font des choses, qui décident tout seuls de faire des choses, qui ne se posent pas de questions, est-ce que... Non, il y a quelque chose à faire, c'est fait. Donc nous avions trouvé ce document de la CIA. Nous avions le document complet, page 25 y compris. Donc, Syrian Lord a quand même, lui-même de son côté, recherché la page 25 et il l'a aussi trouvé, mais nous l'avions déjà. Ainsi, non seulement je rends hommage au guerrier Syrian Lord, mais évidemment, je rends hommage à la magie doit s'opérer. Ce n'est pas anecdotique du tout. Hein. Je t'ai raconté dans la vidéo de ce matin que moi-même, j'ai trouvé un document dont le guerrier Narmer 2.0 avait grand besoin. Je t'ai dit que je l'ai eu au téléphone, etc. 10 minutes après, je lui trouvais le document. C'est pas tout à fait exact. Je te fais entrer dans quelque chose que tu vas découvrir, mais il ne faut pas que tu sois au-dessus de l'esprit. Il faut que tu sois très souple de l'esprit. Très souple. En fait, ce document, je l'avais déjà trouvé, avant d'appeler Narmer 2.0. Je l'avais trouvé 2-3 heures avant de l'appeler. Je ne savais pas quelle était la valeur de ce document. Je l'avais trouvé avant de le chercher. Je l'avais trouvé avant de le chercher. Quand Narmer 2.0 m'a dit qu'il recherchait, que 2 manuscrits de Jean-Pierre Caillat manquaient, j'ai compris que j'avais déjà trouvé dans le passé ce dont j'aurais besoin dans le futur. Il s'est passé exactement la même chose dans notre travail de groupe avec la page 25. Elle avait déjà été trouvée dans le passé avant d'être cherchée dans le futur. Il faut juste que tu comprennes ça. Si tu comprends ça, tu comprends la physique quantique. Et là où on va, c'est dans le réel. C'est pas dans un truc fantasmé ou je ne sais quoi. Ce matin, dans la vidéo de ce matin, je parlais de ce que disait Paolo Coelho dans son roman L'Alchimiste. Tout à l'heure,
enfin dans l'après-midi, je suis tombé sur une vidéo. Je suis tombé sur une vidéo d'une chaîne que je trouve très bien d'ailleurs. Prune de Prune. Prune de Prune, elle fait des vidéos, mais souvent elle fait des teasings, des teasers, parce que pour envoyer les gens sur Crowdbunker, parce que ces vidéos, parfois, elles sont pas très YouTube-compatibles, quoi. Donc elle est obligée d'utiliser YouTube pour faire du teasing et renvoyer les gens vers Crowdbunker pour voir des vidéos politiquement incorrectes. Selon les critères de YouTube, hein, pas les miens. Hein. Et elle a fait une vidéo qui reprend des éléments de conférence de Philippe Guillemant. Philippe Guillemant est un physicien. C'est un physicien. Donc, en regardant cette vidéo, bah, je vais te montrer, on va gagner du temps. Je vais te montrer d'abord ce que je disais ce matin et ce qui s'est passé quelques courtes heures après, hein, très courtes heures. Donc ça, c'est ma vidéo de ce matin sur la page 25. Voilà ce que je dis concernant Paulo Coelho. Cette chose est importante, c'est le désir qui vient du cœur. Quand véritablement ton désir vient du cœur, ainsi que le disait d'ailleurs Paulo Coelho dans L'Alchimiste, tout l'univers conspire à la réalisation de ton désir. Donc je parlais avec Jean-Pierre Caillat. Non, je parlais pas avec Jean-Pierre Caillat, je parlais avec un armeur 2.0 de Jean-Pierre Caillat. Donc tu viens d'entendre, je vais te faire écouter de nouveau, tu vas voir, faut vraiment que tu écoutes. Ouvre ton esprit. Quand véritablement ton désir vient du cœur, ainsi que le disait d'ailleurs Paulo Coelho dans L'Alchimiste, tout l'univers conspire à la réalisation de ton désir. Ok ? Maintenant, il faut que tu comprennes la synchronicité, le concept de synchronicité. Il faut que tu comprennes les concepts de validation par l'esprit. Ça viendra doucement. Ou immédiatement. Donc, je regardais cette vidéo. Écoute bien, écoute tout. De toute façon, je vais te coller cette vidéo derrière cette introduction. Si elle n'est pas bloquée parce que on ne sait jamais, elle passera, ou sinon, je ferai autrement. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Là où je t'emmène, c'est grand. Prépare-toi. Ou ne pas faire. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec le hasard. Donc le hasard n'est pas du hasard. C'est une autre façon de vous expliquer pourquoi le hasard n'est pas du hasard. Tu as entendu ça ? Le hasard n'est pas du hasard. Il ne te parle pas en tant que philosophe, hein. Non, c'est un physicien de haut vol. D'accord ? Souviens-toi de cela, ce n'est pas un branquignol. Déjà, tu as entendu ce qu'il vient de te dire. On continue ? Donc il y a 40 ans, il y a eu une expérience fameuse qui a été faite par un Français, Alain Aspect, qui a reçu la médaille d'or du CNRS. Il aurait dû recevoir le prix Nobel même. Des expériences d'Alain Aspect allaient démontrer que la mécanique quantique avait raison, que le phénomène d'intrication était réel, que la réalité était indéterministe. C'était que l'information qui intervenait dans ce qu'on appelle le hasard quantique, qui ne pouvait pas être le résultat du passé, ce que l'expérience a démontré, c'était de supposer que c'était une information qui venait du futur. Et ça a été... Tu as entendu ça ? Le hasard quantique provenait d'une information qui venait elle-même du futur. Le futur
peut déterminer le passé en physique quantique. Tu comprends? Nous n'avions pas encore lu l'article de Weiss concernant le rapport de la CIA, que nous détenions déjà le rapport de la CIA dans sa complétude. D'accord? Et Weiss, en le lisant, nous a mis en évidence que la page 25 était un élément manquant de ce rapport. Et que tout le monde faisait un tapage pour demander à la CIA de restituer cette page 25. Et la CIA veut jouer les abrutis. Vous ne savez pas de quoi on parlait. Page 25, de quoi parlez-vous? Donc nous avons décidé de rechercher cette page 25. Mais on l'avait déjà trouvée. Et c'est le fait de vouloir la chercher dans le futur qui nous a fait la trouver dans le passé. D'accord? Idem pour Narmer 2.0 et le livre, le manuscrit de Jean-Pierre Caillat. C'est le futur qui a déterminé le passé. Il s'est passé ce qui s'est passé dans le passé parce qu'un futur allait advenir. Et les choses du futur étaient déjà résolues dans le passé. Continuons. Censuré, ça a été banni. Et donc Olivier Costa de Beauregard, ils ont considéré que il s'intéresse à la parapsychologie, c'était interdit, ça l'est toujours hein, d'ailleurs. Enfin. Donc tu vois, même les scientifiques, quand ils sont confrontés à un niveau de la science qui les dépasse, qui n'est pas acceptable, au-delà de l'enclos, ils vont dire c'est sorcellerie, je sais pas quel... Non, c'est toujours la science. C'est toujours la science. Et c'est vers cette science que nous allons. La science. Et le phénomène de rétrocausalité, c'est-à-dire l'influence du futur sur le présent, a commencé à être massivement admis en physique durant l'année 2020. J'ai été moi-même éberlué. Différentes approches ont commencé à faire reconnaître largement le principe de rétrocausalité en physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'influence du futur sur le présent. Et un changement de votre futur va nécessairement vouloir se brancher sur votre présent pour que vous puissiez y aller. Et c'est ça qui explique les hasards bizarres, c'est ça qui explique les coïncidences bizarres, c'est ça qui explique les synchronicités, les coïncidences étranges, toutes les bizarreries de la vie, y compris une certaine magie. Mais lorsque c'est un futur qui vient de changer, parce que votre état de conscience, votre structure vibratoire a changé, à ce moment-là, la bizarrerie qui va se produire, les coïncidences étranges qui vont se produire, vont résonner avec votre état de conscience et vous allez avoir l'impression que l'univers concourt en votre faveur, que l'univers vous aide à réaliser ce que vous avez l'intention de réaliser. Tu as entendu ce que tu viens d'entendre? N'est-ce pas ce que j'ai dit Votre structure vibratoire a changé. À ce moment-là, la bizarrerie qui va se produire, les coïncidences étranges qui vont se produire, vont résonner avec votre état de conscience et vous allez avoir l'impression que l'univers concourt en votre faveur. Voilà. Nous disons exactement les mêmes choses au même moment. C'est ce qu'on appelle une synchronicité. Je n'avais pas vu cette vidéo avant, d'ailleurs elle est sortie, je ne sais pas quand, c'est récent. Donc je n'ai pas vu cette vidéo, je n'ai pas écouté la conférence de Philippe Guillemant. Et tout le truc, il est là. C'est le fait qu'un événement se produise de manière synchrone et étrangement synchrone. L'univers
l'univers vous aide à réaliser ce que vous avez l'intention de réaliser. On assimile. Donc, si tu veux vraiment comprendre Emi-Sync et comprendre l'univers, comprendre l'esprit et l'utiliser, je t'invite à écouter cette vidéo. Tu vois, on reprend les mêmes termes, horizon d'univers, horizon des événements dont je t'ai parlé. Et tu vas voir, on en arrive forcément aux mêmes choses. Bon, bref, tu vas regarder cette vidéo, tu vas regarder ça. C'est important que tu regardes ça. Très important. Très, très important. Tu vas te rendre compte que, autre synchronicité, c'est que, évidemment, il traite de l'univers holographique. Évidemment. Donc, est-ce que tu es un primitif ou pas? C'est ça la question qu'il faut que tu te poses. Le primitif, sont ces scientifiques qui, parce qu'on leur présente des choses qui ne correspondent pas à leur schéma de pensée, qui est lui-même un enclos, vont avoir une attitude de primitif. Comme ça. Enfin, des rétro-satanas ou je sais pas quoi, tu vois. Ils n'arrivent pas à accepter la science. Ils n'arrivent pas à accepter Dieu tel qu'il est, quoi. Ou le réel tel qu'il est. Mais c'est que le début, hein. C'est que le début. Donc, Emi-Sync te permet, comme je te l'ai dit, de t'accorder au chant. Vraiment. Si tu fais des séances d'Emi-Sync, essaie d'en faire de manière intensive si tu le peux. Essaie d'en faire 3-4 par jour. Pendant ne serait-ce que 3 jours. Tu fais une suite. Tu vas voir que ta vie va changer. Mais vite, hein. Je veux dire, dans la semaine. Vraiment. Il va se passer des choses dans ta vie. Bon, il y aura des synchronicités. Un guerrier nous l'avait dit, hein, dans, je ne sais plus, j'avais rapporté son témoignage, il avait dit que quasiment tout de suite après sa première séance, les synchronicités s'étaient réactivées, notamment avec les heures. Je ne sais plus quelle heure il avait donné, en tout cas des heures miroirs. C'est qu'un début. Au début, tu as des clics-clac, clic-clac, clic-clac, clic-clac. Les heures miroirs, c'est des clics-clac. Tu regardes, il est quelle heure? Tu tombes sur une heure miroir. Ok, bon, tu t'en moques. Tu regardes, c'est écrit aussi là. Tu regardes, c'est là. Je me souviens que j'ai vu un truc quand j'étais jeune. Ah ouais, tu vois, ça me revient. Ça me revient. C'est comment un médecin est devenu fou. C'était sur Arte. C'était vraiment bien. C'était juste une caméra comme ça, et la voix de cet homme, des images comme ça. Et en fait, c'est à cause de ça qu'il est devenu fou. Parce que Papillon est entré dans sa vie. Qu'est-ce que c'est que Papillon? C'est plein de choses, Papillon. Partout, c'était Papillon dans sa vie. Il achète des chaussettes. Il ne regarde pas. Un papillon. Tac. Cravate papillon. Il voit passer un papillon. Toute sa vie est devenue papillon. Quelqu'un frappe à sa porte pour lui apporter des problèmes.
Bonjour, je suis Monsieur Papillon. Il est devenu fou. Hein. Il n'a pas supporté cette version du réel. Il est sorti de l'enclos trop brusquement. Tu comprends? C'était un scientifique, c'était un médecin. C'était rationnel. Et il s'est retrouvé face à quelque chose qu'il estimait, lui, irrationnel. Il était dans l'enclos de la physique classique, il a été propulsé dans la physique quantique d'un seul coup. Et ça correspond pas à son monde, quoi. Donc, tu vois, le réel, il est ce qu'il est déjà. C'est déjà là. Depuis le commencement. La physique fondamentale, en vérité, c'est la physique quantique. Effectivement, nous avons été programmés de mille et une manières pour croire que le monde réel, c'est le monde tel qu'on voit, physique, de la matière, etc. Et pourtant, celui qui s'intéresse vraiment à la physique doit comprendre. Mais même si on comprend, en fait, on ne comprend pas. C'est là que je t'avais dit, il y a comprendre, il y a entendre et comprendre. Et les gens pensent que entendre, c'est comprendre. Et tu vois, j'ai trouvé quand même quelque chose qui correspond à ce que je voulais dire par comprendre. C'est le satori. Je vais te dire ce que c'est que le satori, je vais chercher la définition exacte. Bon, le satori, c'est un terme des bouddhistes Chan, Son, Zen et Tien, qui désigne l'éveil spirituel. Et le mot satori, donc en fait comprendre, c'est s'éveiller spirituellement. C'est ça comprendre. Ou sinon on n'a pas compris. Je t'ai dit à 1000 reprises que tu étais entouré de néandertaliens, que c'est eux qui ont pris le contrôle de la planète. Mais bon, ta vie n'a pas changé, parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas eu le satori. Et satori veut dire littéralement comprendre, réaliser. Réaliser, c'est amener dans le réel. Alors tu entends des choses, mais tu ne les as pas emmenées dans le réel. Eh bien, il y a un tas de personnes, même des grands physiciens, qui ont entendu, mais n'ont pas réalisé, compris. Ils n'ont pas eu le satori. Si tu n'as pas le satori, tu n'as rien compris en vérité. Écoute cette vidéo qui est un ensemble de segments de conférences de Philippe Guillemant pour t'éveiller au satori de la physique quantique. Parce que c'est la chose la plus magique qui soit. Et au fond, c'est ce que doit vouloir tout guerrier. Se rattacher au champ. Être un Jedi. Tu comprends? C'est autre chose que être un swiper. C'est vraiment autre chose. Si tu fais Hemi-Sync de manière intensive, c'est mieux. Même si tu vas sentir que tu as mal à la tête. Hein. À un moment, tu vas interpréter que tu as mal à la tête, parce que c'est la façon d'interpréter les choses. En vérité, tu auras une pression à l'intérieur du cerveau qui t'occasionne une sensation que tu vas interpréter comme une douleur de la tête, hein, mal à la tête. Non, c'est pas tout à fait ça, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc les stages intensifs, bah, c'est 4 par jour pendant 7 jours. Et je pense que c'est utile d'arriver à cette saturation pour obtenir vraiment un changement radical dans sa vie. Positivement. Positivement, évidemment.
Je vais pas te raconter les détails de ma vie. Mais il se passe des choses vraiment sympas. Vraiment, vraiment très sympas. Vraiment bizarre. On qualifierait ça de bizarre, mais pour moi, rien n'est bizarre. Donc, tu vois cette synchronicité entre l'extrait du livre de Paulo Coelho que je citais ce matin. Rapidement, j'allume la télévision, je vois passer cette vidéo, j'écoute quand même parce que ça va être intéressant. Et tu vas regarder, il faut que tu la regardes. Tu vas te rendre compte que 100% de ce que dit Philippe Guillemant, tu le retrouves dans toutes mes vidéos depuis que je t'ai initié à Emisync. Et je suis très content d'avoir reçu cette vidéo, parce que ce que moi, je t'enseigne, j'ai pas besoin de m'embêter, tout vient à point nommé, tu vois. Une vidéo sort, qui Philippe Guillemant, grand physicien, hein. Qui est Philippe Guillemant? Bon, on va regarder, hein. Toujours regarder. Philippe Guillemant. Voilà, Philippe Guillemant, il a une fiche Wikipédia évidemment. Physicien. Hop. Pourquoi ça s'ouvre pas ça? Il faut cliquer fort. Ensuite, je vais aller sur Wikipédia. Hop. Ah, c'est marrant, il n'a pas une fiche Wikipédia. Bizarre. Bon, il a écrit des livres. Bon, c'est un ingénieur de l'École centrale de Paris. Il travaille au CNRS, entre autres. C'est un haut physicien. Mais lui, il a franchi la limite infranchissable. Toute la science, la physique, est dans l'esprit. Je vais te laisser l'écouter. Et si tu veux, si tu le veux vraiment, alors le Satori. Dans le cas contraire, c'est pas grave. Tu vis, tu meurs. Point. Take care. L'esprit curieux, libre d'attaches émotionnelles envers les faits, suffisamment pour avoir envie d'ouvrir les yeux sur d'autres possibles. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers et la pensée de Philippe Guillemant, de découvrir ou de redécouvrir Philippe Guillemant, le physicien de la conscience, celui qui demande si justement, mais au fond, qu'est-ce que la réalité ? Je suis un physicien quand même mainstream, on pourrait même presque dire académique. Les 10 commandements du matérialisme. Commençons par la croyance numéro 1, selon laquelle la nature est sans but et sans la moindre finalité. C'est bel et bien ce qu'on continue de nous apprendre. Croyance numéro 2, l'univers est né d'une explosion originelle. En fait, l'univers est né d'un Big Bang. Bon, on sait que c'est pas une explosion. On savait déjà, il y a 50 ans, que c'était pas une explosion, mais on croyait vraiment que l'univers pouvait avoir émergé du néant, tout comme on croyait vraiment que la nature était sans but et sans la moindre finalité. Toutes ces choses-là sont aujourd'hui complètement battues en brèche. On croyait que tout ce qui arrivait était le résultat du passé via ce qu'on appelle la causalité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est complètement faux, puisque la causalité est reconnue, et notamment par les physiciens français, comme étant indépendante du temps. On croyait que la conscience, et on croit toujours que la conscience est un produit du cerveau. Alors on a toutes les preuves du contraire, mais on continue d'entretenir ça.
On croyait que la réalité est indépendante de nos états de conscience. Ça, c'est probablement le dogme, la croyance la plus difficile à déverrouiller. Hein. On croyait que le passé n'existe plus ou qu'il ne peut plus être modifié. Aujourd'hui, grâce à différentes formes de thérapie, on s'aperçoit que c'est absolument pas le cas. On croyait que nous sommes des machines que la technologie peut améliorer, et c'est la raison pour laquelle on veut nous conduire vers le transhumanisme. On croyait que la mémoire, les intuitions et les visions sont créées par notre cerveau. Je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Enfin, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout expliquer. Mais personnellement, je me suis rendu compte dans ma carrière, en fabriquant des cerveaux, en fabriquant des réseaux de neurones mathématiques, c'est totalement impossible qu'un cerveau puisse générer la vision, entre autres. Fin des années 90, j'étais devenu un expert en intelligence artificielle et j'essayais d'imaginer quels étaient les algorithmes qui pouvaient peut-être un jour faire émerger la conscience. J'étais un type qui pensait ça. Et on croyait, alors ça c'était la seule chose que je croyais pas moi, l'évolution de la vie due à la sélection naturelle, bon ça c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. Le problème c'est que la théorie de Darwin aujourd'hui, elle repose pas que là-dessus. Déjà rien que ça c'est battu en brèche. Mais elle repose sur le hasard des mutations. Et aujourd'hui le hasard des mutations, l'hypothèse du hasard des mutations est devenue complètement délirante puisqu'on s'aperçoit que la technologie ressemble plus, que la vie, ressemble plus à une technologie. Je ne dis pas que c'est une technologie, hein. En fait, on verra que l'évolution naturelle est due à l'intelligence de la conscience. C'est ça qui engendre finalement une vie, un mécanisme d'évolution de la vie extrêmement complexe qui fait qu'il est impossible d'expliquer par le hasard le résultat les systèmes vivants d'une manière générale. Et, le dernier mais pas le moindre de ces 10 commandements du matérialisme, les phénomènes inexplicables sont des illusions. La science officielle a toujours très sérieusement affirmé que tout ce qui était du domaine du paranormal, de l'extrasensoriel, ne pouvait par définition pas exister. Et Philippe Guillemont reviendra sur ce point précisément un peu plus tard. Vous remarquerez la pauvre qualité de la vidéo et du son. C'est fort dommage, car cette intervention était particulièrement intéressante et particulièrement dense. J'ai taillé dans le vif, bien évidemment, parce qu'elle était très longue. Et j'ai coupé surtout les parties où Philippe Guillemont nous parle parfois des planètes ou de la gravité. Et oui, on peut pas être partout à la fois, on peut pas tout remettre en question, bien évidemment. Mais puisqu'il se définit lui-même comme un physicien du courant dominant, c'est pas très étonnant. Ça n'en a que plus de mérite, finalement. Que la conscience était effectivement produite par le cerveau, moi je croyais tout ça. Hein. Je sais pas vous, mais on a eu comme progrès fondamentaux en physique au siècle dernier l'émergence de la mécanique quantique. Mais en fait, la mécanique quantique n'a jamais été correctement interprétée par les scientifiques. Des physiciens qui considèrent que la conscience joue un rôle dans la transformation d'état quantique en état classique. On s'est aperçu, et c'est la structure même de la réalité d'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui que la mécanique quantique est plus fondamentale que la mécanique classique. La mécanique classique, c'est l'idée que tout est parfaitement défini partout et qu'il existe une seule trajectoire pour tous les objets de l'univers et que d'ailleurs elle dépend du passé et que si on veut prévoir le futur, il suffit de mesurer les éléments du passé et on va prévoir le futur. Aujourd'hui, tout ça s'est tombé par terre. Ça, par contre, tout le monde est d'accord. Je vais simplement vous donner ma thèse, qui consiste à dire simplement que la conscience ne réduit pas les états quantiques, en tout cas pas dans le présent. Effectivement, je suis d'accord avec les physiciens matérialistes. Là, ce n'est pas la conscience qui intervient dans le présent pour transformer une réalité multiple en réalité unique. C'est bel et bien
on va dire d'une certaine manière la mécanique, c'est bel et bien ce qu'on appelle le phénomène de décohérence. Bon, je ne vais pas vous embêter, ça vient du fait que dès qu'on soumet un état quantique à une ambiance électromagnétique, un rayonnement extérieur, il ne peut pas maintenir son état, et donc cet état devient unique. D'accord ? Ça vient de là, et donc la conscience n'intervient pas dans cette opération. Mais alors on va me dire, mais Philippe, t'es devenu matérialiste ou quoi ? Non, je ne suis pas devenu matérialiste. Simplement, je suis un physicien quand même mainstream, on pourrait même presque dire académique, et je connais très très bien les arguments des physiciens académiques, même voire scientistes, et qu'ils peuvent quand même avoir raison, et là-dessus ils ont raison. Hein. Simplement, comment est-ce que je réintroduis la conscience dans cette affaire ? Eh bien, je réintroduis la conscience tout simplement parce que le temps n'existe pas. Et donc, ce fameux présent dans lequel se produit une réduction des états quantiques qui fait qu'au lieu de vivre dans une myriade de réalités possibles, on vit dans une seule réalité. Ça vient du fait que nous vivons dans une réalité collective, c'est-à-dire que nous sommes tous en train de créer la même réalité, et que le simple fait d'être ensemble, en fait, on peut considérer d'une certaine manière que nous serions tous la même conscience. Alors avec ce temps qui n'existe pas, hein, le passé est déjà passé, l'avenir n'existe pas, il n'y a que le présent, et l'idée que nous serions tous une seule et même conscience, voilà qui nous ramène immédiatement à tous les enseignements spirituels, les écoles de pensée notamment orientales, extrême-orientales, et voilà qui une fois de plus fait le lien de la physique très avancée avec ce que Jacqueline Bousquet appelle la grande tradition, la tradition spirituelle qu'on trouve tout autour de la Terre. Alors précisons aussi que Philippe Guillemant a bel et bien travaillé au CNRS et sur de l'intelligence artificielle. C'est vraiment un homme du système et un personnage qui s'est beaucoup impliqué dans le monde qu'on essaye de nous vendre manifestement. Donc ce retour ou cette découverte pour sa part de la spiritualité à travers la physique de pointe et la physique appliquée, c'est quand même pas rien. En fait, on peut considérer d'une certaine manière que nous serions tous la même conscience, en train de créer la même réalité. Si nous sommes la même conscience, il est facile de comprendre qu'on crée la même réalité. Mais ça n'empêche absolument pas notre conscience d'agir sur la réalité, parce qu'il reste à expliquer comment il se fait que, pour ce qui concerne chacun d'entre nous, une myriade de potentiels à vivre se transforme en un seul. Ce n'est pas parce que le mécanisme de transformation d'une myriade de potentiels en un seul, il est bel et bien mécanique, que la conscience n'influe pas sur le choix que nous faisons. Nous avons une conscience du présent qui se limite à ce que l'on voit, ce que l'on perçoit maintenant, et on croit que du coup maintenant se limite à ça, alors que ce temps-là c'est une illusion et qu'en réalité nous pourrions être à même de percevoir l'étendue de tous nos futurs possibles. Un peu comme si notre futur était un territoire de randonnée et que le randonneur, il se pose pas la question de savoir si son futur il existe déjà ou pas encore. Il sait très bien que le randonneur sait très bien que son futur existe déjà, et il sait très bien que son futur est multiple. D'accord ? Et il peut même disposer d'une carte de son futur, une carte de randonnée, où il prévoit d'avance quel circuit il va faire. Et il peut même changer son circuit en cours de route, si par exemple la météo n'est pas bonne. Et donc il est capable de comprendre que non seulement son futur existe déjà, que ça n'empêche pas qu'il conserve son libre arbitre, et que en plus l'étendue de son futur peut changer, parce que si la météo change, ça va changer complètement la physionomie du territoire, et donc effectivement la nécessité de s'adapter, et par conséquent de ne pas forcément suivre le
le schéma qu'on avait prévu au départ. Là, je viens de vous résumer en 1 minute la meilleure façon de voir votre futur. L'espace-temps a besoin, pour conserver une structure cohérente, que votre futur soit parfaitement tracé, exactement comme la trajectoire d'un GPS qui vous dit par où vous allez passer. D'accord ? Parce que les informations qui sont dans le présent ne permettent pas de créer le futur. Et donc, si l'espace-temps n'avait pas l'information concernant le futur que vous allez prendre, mais pas seulement l'étendue des possibilités, mais celui qui est programmé à un moment donné, eh bien, il serait impossible de calculer ce futur-là. Croyez-en. Un informaticien qui a passé sa vie à faire des calculs un peu de ce genre-là, enfin bon, des calculs très compliqués de cybernétique. J'utilise un modèle réduit de l'espace-temps, qui est justement, par exemple, un territoire de randonnée, et que j'essaye de calculer. Alors, en plus, vous comprendrez que si le temps n'existe pas, c'est pas correct de dire que la trajectoire que l'on va suivre est quelque chose qui se calcule. Mais enfin, on fait comme si. Imaginons que la trajectoire que je vais suivre dans mon futur n'est pas encore déterminée et qu'elle pourrait être calculable. Je n'ai pas les moyens de calculer ce qu'elle pourrait être. D'accord ? Et donc, je vais forcément générer des bugs, même si j'introduis du hasard dans mes calculs. Parce que, effectivement, si j'ai pas les moyens de calculer ce que je vais faire, parce qu'il va y avoir des points de bifurcation. Alors ça, bien sûr, c'est aussi très intéressant parce que, à la fois, le futur est déjà réalisé, mais il n'est pas figé. Donc, il y a un destin, mais pas de déterminisme. Vous voyez un peu où je veux en venir? Généralement, c'est l'un ou l'autre. Soit tout est écrit, soit c'est le chaos. Eh bien, ni l'un ni l'autre, et voilà qui est expliqué d'une façon extrêmement claire et limpide. Le futur est déjà réalisé, mais il n'est pas figé. Ce n'est qu'un des points de son raisonnement pour nous expliquer que nous repartons dans le passé pour repartir dans le futur, pour changer le présent et ainsi de suite. La rétrocausalité, ce temps qui s'écoule dans les deux sens, comme aime à le dire Philippe Guillemont, ce temps qui s'écoule dans les deux sens part du présent et y revient indéfiniment puisqu'il n'y a que le présent. Il va y avoir des points de bifurcation où je ne sais pas ce que le randonneur qui est moi va faire. Alors l'ingénieur ou le physicien va introduire du hasard. D'accord ? Le problème, c'est que si on introduit du hasard pour la trajectoire d'un tel, la trajectoire d'un tel, la trajectoire d'un tel, on va introduire des bugs dans le logiciel parce que ces hasards vont être incompatibles. D'accord ? C'est-à-dire que ce que fait l'un va forcément agir sur ce que fait l'autre. C'est-à-dire que toutes nos trajectoires sont intriquées. Et c'est ça qui explique d'ailleurs le phénomène d'intrication en mécanique quantique. Pourquoi est-ce que il y a une intrication? Alors c'est quoi l'intrication? Ça c'est le second aspect de la mécanique quantique qui paraît très mystérieux mais en fait qui ne l'est pas du tout. Donc le premier aspect de la mécanique quantique qui paraît très mystérieux mais qui ne l'est pas du tout, c'est le premier aspect dont je vous ai déjà longuement parlé en vous disant que ça vient que quand il y a une observation qui est faite, et c'est en l'occurrence une observation collective parce qu'on vit tous, on est tous ensemble à créer la même réalité. Et donc la nature normale de la réalité, c'est le champ des possibles infinis où tout peut arriver, où par contre rien n'est encore vécu. Et le fait que nous vivions dans une réalité collective fait que des états simultanés, des états superposés, des trajectoires simultanées qui peuvent être extrêmement différentes les unes des autres peuvent exister simultanément. Ça, c'est l'état normal de la réalité. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité, si vous voulez, c'est comme la réalité dans l'au-delà. Je vous expliquerai ça après. C'est la vraie nature de la réalité, c'est le champ de tous les possibles. La vraie nature de la réalité, c'est le champ de tous les possibles. Où la conscience peut naviguer comme elle veut, faire ce qu'elle veut. Ça, c'est la vraie nature de la réalité. Mais ça n'a lieu que dans l'au-delà. Et encore pas n'importe lequel. On verra ça après. La fausse nature de la réalité, celle que l'on vit, celle qui est notre illusion collective,
vient du fait que nous sommes tous en train de créer la même réalité. C'est ça qui transforme une réalité quantique en une réalité classique, apparente, illusoire. Ça, c'est le premier grand mystère de la mécanique quantique que je viens de vous résoudre. D'accord ? Le deuxième grand mystère de la mécanique quantique, c'est le phénomène d'intrication. Il faut expliquer pourquoi est-ce que des événements, des trajectoires, des particules qui peuvent être à des distances arbitraires l'une de l'autre, c'est-à-dire par exemple sur une planète et sur une autre planète, c'est-à-dire à des myriades d'années-lumière l'une de l'autre, enfin ou simplement à 100 km, ce que je fais maintenant peut être intriqué, c'est-à-dire peut avoir une influence apparente sur ce que quelqu'un d'autre fait à 100 km d'ici, alors qu'il n'y a pas de signal qui nous relie l'un et l'autre. Ça, c'est une grande découverte en mécanique quantique. Et en plus, aujourd'hui, on commence à savoir le maîtriser technologiquement. Donc c'est un phénomène indiscutable. C'est devenu indiscutable. On est en train de développer des technologies à partir de ce principe-là. Ça veut dire entre autres que l'espace n'existe pas, mais on verra ça. Donc ce phénomène d'intrication, je vous dis que c'est réel, vous pouvez ne pas le croire, mais c'est quelque chose qui est... Il n'y a pas plus scientifique et en plus reconnu que ce truc-là. C'est en bien plus reconnu que le Big Bang et toutes ces choses fausses dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'il y a bel et bien une chose vraie, c'est celle-là. C'est que nous sommes tous reliés. Alors ça, je ne sais pas si on est tous reliés les uns aux autres, mais en tout cas, nous sommes tous plus ou moins reliés avec tout ce qui existe, indépendamment de la distance, d'accord ? Et je viens de commencer à vous proposer une explication en vous disant que c'est parce que, si moi en tant qu'ingénieur ou physicien, j'essaye de calculer la trajectoire que va faire quelqu'un, le choix que quelqu'un va faire à une bifurcation, et que si, comme j'ai pas d'information, parce que ce choix ne peut pas s'expliquer par une information qui vient du passé, donc je vais faire appel au hasard, à un vrai hasard, à un dieu qui joue au dé, ce que Einstein n'aimait pas. Et il a raison d'ailleurs, parce que c'est pas un dieu qui joue au dé, évidemment, puisque c'est relatif à la conscience. Eh bien, ça ne marcherait pas, parce que ça n'est pas du hasard qui intervient, parce que à cause de l'intrication, tous nos choix sont reliés les uns aux autres. Parce que le choix que je vais faire maintenant va déterminer toutes les rencontres que je vais faire ou ne pas faire. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec le hasard. Donc le hasard n'est pas du hasard. C'est une autre façon de vous expliquer pourquoi le hasard n'est pas du hasard. Donc il y a 40 ans, il y a eu une expérience fameuse qui a été faite par un Français, Alain Aspect, qui a reçu la médaille d'or du CNRS. Il aurait dû recevoir le prix Nobel même. Des expériences d'Alain Aspect allaient démontrer que la mécanique quantique avait raison, que le phénomène d'intrication était réel, que la réalité était indéterministe. C'était que l'information qui intervenait dans ce qu'on appelle le hasard quantique, qui ne pouvait pas être le résultat du passé, ce que l'expérience a démontré, c'était de supposer que c'était une information qui venait du futur. Et ça a été censuré, ça a été banni. Et donc Olivier Costa de Beauregard, ils ont considéré que il s'intéresse à la parapsychologie, c'était interdit, ça l'est toujours d'ailleurs. Enfin. Et le phénomène de rétrocausalité, c'est-à-dire l'influence du futur sur le présent, a commencé à être massivement admis en physique durant l'année 2020. J'ai été moi-même éberlué. Différentes approches ont commencé à faire reconnaître largement le principe de rétrocausalité en physique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'influence du futur sur le présent. Et un changement de votre futur va nécessairement vouloir se brancher sur votre présent pour que vous puissiez y aller. Et c'est ça qui explique les hasards bizarres, c'est ça qui explique les coïncidences bizarres, c'est ça qui explique les synchronicités, les coïncidences étranges, toutes les bizarreries de la vie, y compris une certaine magie. Mais lorsque c'est un futur qui vient de changer
parce que votre état de conscience, votre structure vibratoire a changé. À ce moment-là, la bizarrerie qui va se produire, les coïncidences étranges qui vont se produire, vont résonner avec votre état de conscience et vous allez avoir l'impression que l'univers concourt en votre faveur, que l'univers vous aide à réaliser ce que vous avez l'intention de réaliser. On assimile d'habitude ça au New Age. Il y a des raisons complètement physiques, rationnelles, cartésiennes, enfin, vous voyez, de penser que, effectivement, l'univers concourt à la réalisation de vos intentions, mais pas n'importe lesquelles. Et c'est là que le New Age est dans les choux, puisque le New Age vous a appris à penser que vous pouvez réaliser toutes vos intentions. Or, ça fonctionne pas comme ça. Voilà enfin un physicien qui nous parle de choses sérieuses, à savoir, est-ce que la loi d'attraction fonctionne? Est-ce que ces choses qui sont basées sur la mécanique quantique fonctionnent pour nous-mêmes dans nos vies? Est-ce que la spiritualité est réelle? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Et en fait, la réponse qu'il nous fait, c'est oui et non, bien sûr. Alors, on nous a bien évidemment menti encore une fois avec, par exemple, Le Secret, vous connaissez peut-être ce livre qui parle de la loi d'attraction. Je l'ai lu pour ma part plusieurs fois, et lu et relu, parce que je sentais bien que quelque chose s'y cachait, et j'ai fini par comprendre moi-même, plus ou moins, ce que dit très clairement Philippe Guillemant. On ne peut pas créer à partir du mental, parce que le mental, c'est la volonté, une volonté séparée, très travaillée par des limitations inconscientes, par des croyances sous-jacentes. Il n'y a que le soi qui peut créer. D'ailleurs, quand on vous dit que vous pouvez créer ce que vous voulez, ça me rappelle vraiment l'adage sataniste « fais ce que tu veux ». Pas dans le sens « bon, bah oui, fais ce que tu veux, va te promener pendant que... va lire un livre pendant que je travaille » ou... Non, c'est pas ça, c'est « fais tout ce que tu veux ». Mais qui est ce « tu » ? Eh bien, c'est la pire part de nous-mêmes, c'est le mental, et le mental délirant, le mental malade qui veut toujours... des tas de choses et faire l'exercice de sa volonté et fait ce que tu veux amène à des abus terribles, notamment sur autrui. Donc non, il n'y a que le soi qui peut créer. Qu'est-ce que le soi? La part la plus haute de nous-mêmes, celle qui est reliée à l'âme pour les croyants, celle qui est reliée à la part vraiment vivante de nous-mêmes, pas le mental inquiet et demandeur et géniard et compulsif, mais cette part de nous-mêmes qui ne veut que ce qui est conforme à la vie en nous. Donc bien sûr qu'on ne peut pas contacter cette part-là avec le mental, mais nous pouvons nous mettre en contact avec cette partie de nous-mêmes, le soi. Par la prière suivante, qui fera fonctionner à tous les coups la loi d'attraction, j'imagine, que le meilleur m'arrive, que ce dont j'ai le plus besoin m'arrive maintenant. On peut dire ça fonctionne à tous les coups, non? Vous ne pouvez réaliser que les intentions qui proviennent du soi, de plus grand que vous. Bon, c'est là que je vais commencer à aborder la question de savoir qu'est-ce qui, finalement, détermine notre futur avant qu'on y soit. Oublions que le fait que la réalité soit matérielle. Qu'est-ce qu'il faut changer pour passer d'une réalité à l'autre, pour passer d'un univers à l'autre? Eh bien, ce qu'il faut changer, c'est... Alors, je pèse mes mots, mais je vais vous expliquer. C'est la structure vibratoire intime de l'espace-temps dans les dimensions supplémentaires. Bon. La structure vibratoire, ça va. Vibratoire, c'est vibratoire. C'est des vibrations de rien, hein. C'est des vibrations de l'espace. Des vibrations du vide. On parle de vibrations du vide. Intime, ça veut dire dans l'infiniment petit. L'espace n'existe pas, en fait. C'est la conscience interprète comme espace l'information qu'elle perçoit, mais ce n'est pas de l'espace. L'espace, c'est du vide, et vous avez entendu parler du fait que le vide est plein. Donc on redécouvre la notion d'éther. Alors après avoir exploré des sujets de spiritualité, de paranormal, de science-fiction, nous voici arrivés au point crucial où Philippe Guillemant nous apprend que les physiciens sont en train de redécouvrir l'eau tiède en nous affirmant que oui,
l'éther existe. Voilà qui va faire plaisir à plus d'un d'entre vous, n'est-ce pas? Alors tout ça pour ça? Qu'est-ce que c'est que cette science qui nous a endormis pendant si longtemps en nous ridiculisant et en ridiculisant la spiritualité, l'énergétique et tout le reste pour finalement nous asséner que tout ça c'est la vérité? Donc on redécouvre la notion d'éther aujourd'hui en physique. Donc on peut l'appeler espace, on peut l'appeler vide, on peut l'appeler éther. Ce n'est pas quelque chose qui est rien, c'est quelque chose qui vibre. D'accord ? Donc à partir du moment où c'est quelque chose qui vibre, et qui n'est pas de la matière, mais c'est comme si c'était de la matière, puisque ça vibre, mais ce n'est pas de la matière, ce sont des vibrations de rien. En fait, ce sont des vibrations de la conscience. Mais bon, je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui. Ces vibrations de rien, ce sont des vibrations dont on est capable de mesurer l'amplitude, et c'est 10 puissance moins 35 mètres. Bon, 0,0003501 mètres de cet ordre de grandeur. En réalité, on ne sait pas, c'est juste qu'on ne peut pas descendre en dessous pour définir quoi que ce soit dans l'univers, parce que la résolution de l'espace est limitée à cette résolution-là. Et on suspecte qu'à cette échelle-là, il y a des vibrations, et ces vibrations, qui sont donc des vibrations de l'espace, donc de rien, on n'a que ces données-là pour les imaginer, mais en fait on ne sait rien mesurer en dessous de 10 puissance moins 16, moins 17, ce sont des choses réelles, indiscutables. Alors, et pour décrire cette structure vibratoire intime de l'espace-temps, on est obligé de faire appel à des dimensions supplémentaires, parce que l'espace, on sait qu'il a 3 dimensions, mais si en plus l'espace vibre, on est obligé de rajouter des dimensions pour décrire cette vibration, vous êtes d'accord, hein? Une dimension, ça s'appelle un degré de liberté. En mathématiques, une dimension, c'est un degré de liberté, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on va mesurer avec un mètre, hein. Ça c'est une dimension déployée, mais il existe des dimensions compactifiées, donc en l'occurrence des vibrations infiniment petites, on les appelle compactifiées. Bon, je vais le dire vite, l'espace ne peut pas exister. L'espace ne peut pas exister parce que l'espace il est courbé, il est troué dans les trous noirs, il est en vibration et en plus il est non local. C'est pas possible que ce machin-là existe. C'est plus de l'espace. Le réel n'a pas besoin d'être réel tel qu'il nous paraît pour exister. On connaît l'allégorie de la caverne de Platon, on connaît le film Matrix, on connaît la réalité augmentée. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent, même y compris de nous plonger dans une réalité où, grâce à la vision, à l'audition, et même à certaines odeurs, et même le toucher, on est capable de simuler tout ça au point de vous faire croire que vous êtes dans une vraie réalité, alors qu'en fait, vous êtes dans une réalité fausse, qui est purement numérique. Beaucoup de physiciens aujourd'hui, de mathématiciens, d'ingénieurs, font appel à la théorie de la simulation. Et nous voilà dans la matrice. Ce monde n'est qu'une matrice, ou en tout cas c'est très probable. La théorie de la simulation, pour dire que l'espace n'existe pas et que tout ça c'est une illusion. Sauf que la théorie de la simulation, elle est bien jolie, mais elle n'explique pas le monde dans lequel se trouve le simulateur. Est-ce que ce ne serait pas aussi une simulation? Et donc, nous pourrions être dans une simulation, deux simulations, deux simulations, deux simulations, deux... Donc elle n'apporte strictement rien à la théorie de la simulation. Par contre, il y a une théorie qui, elle, commence à être reconnue en physique, qui, elle, peut tout expliquer. C'est la théorie de l'univers holographique. Parce qu'en physique, on a redécouvert, c'est David Bohm, qui était le père d'une théorie qui est respectée en physique, selon laquelle le monde est un hologramme, l'univers est un hologramme.
Un horizon, si vous voulez, c'est un horizon d'univers. C'est un lieu, c'est une surface, c'est un portail, si vous voulez. Si on y rentre, on ne peut pas en sortir, y compris la lumière. Vous comprenez bien qu'on ne va pas chercher à décrire ce qui se passe derrière, puisque rien ne peut en sortir, à part une espèce de bruit thermique, mais enfin ça on s'en fout. Et donc les physiciens se sont intéressés à essayer de voir, bon, si à l'aide des conditions aux limites de l'univers, donc à l'aide de ces horizons-là, on ne pouvait pas décrire l'information qu'il y avait à l'intérieur. Et ils ont trouvé. Être intelligent, c'est-à-dire tenir compte du meilleur de ce que la physique a à nous offrir pour se faire une vision du monde qui va en plus nous ramener petit à petit vers l'humain, c'est comprendre que l'espace, le temps, la matière et la gravité sont des phénomènes, sont des choses subjectives. Qu'est-ce que c'est que la structure vibratoire intime de l'espace-temps ? Eh bien, c'est la structure vibratoire intime de la conscience. Parce que c'est la conscience qui engendre ces choses objectives que sont l'espace, le temps et la matière à partir d'une information objective qui peut se réduire à l'horizon aux horizons de notre univers. Sinon, on n'arrive pas à comprendre des phénomènes tels que les expériences de mort imminente, les ovnis, etc. Cette structure vibratoire, elle fonctionne hors du temps. Et le mental est justement la chose qui crée le temps. Et le mental, ça vibre pas. Qu'est-ce qui vibre dans la conscience ? Ce sont les émotions. La conscience, elle a plusieurs niveaux, mais ça, je ne vais pas vous le faire. Il y a le niveau physique, c'est les sensations. Il y a le niveau psychique, c'est les émotions, le cœur. Et il y a le niveau spirituel ou inconscient, enfin inconscient psychique, qui correspond aux intuitions. Les intuitions, une intuition nous arrive sous la forme d'une vibration de joie. On a trouvé, ce n'est que dans le deuxième temps que le cerveau décode l'intuition pour savoir ce qu'il a trouvé. D'ailleurs, dans ce processus, il peut se tromper, ça peut créer une mauvaise intuition. Les sentiments sont des vibrations, les émotions, la joie, la peur, tout ça c'est des vibrations. Mais les sensations doivent être inclus là-dedans. En fait, tout ce qui est du domaine du ressenti est vibratoire. De toute façon, tout dans l'univers est vibratoire. Hein, ça c'est... Et en particulier, tout ce qui concerne tout ce qui est ressenti. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ensemble de vos ressentis va déterminer le futur que vous allez vivre. Pourquoi est-ce que l'inconscient va agir plus sûrement que le conscient ? Parce que le conscient, il change tout le temps sa vibration, alors que la vibration de l'inconscient, elle est toujours la même. Et c'est celle-là qui va imposer le choix d'univers, de futur que vous allez vivre. Notre conscience, c'est la partie imaginaire, si on peut dire, où déjà pendant les rêves, on s'aperçoit qu'on peut voyager, qu'on peut inventer, qu'on peut créer, Bon, la conscience, elle a ceci de particulier que déjà, même à l'intérieur de la prison de notre corps, cerveau, on se rend compte que la conscience, elle a beaucoup de liberté. Et puis il y a aussi, bon, les voyages chamaniques. Et puis il y a les sorties de corps. Et puis il y a les expériences de mort imminente. Et puis il y a les perceptions extrasensorielles. Tout ça, c'est la même chose. Ce sont les mêmes phénomènes, mais avec, si on part d'un modèle de la conscience, où on différencie bien la conscience du cerveau, et qu'on rajoute à ce modèle la théorie de l'univers cyclique, que je ne vais pas pouvoir vous faire aujourd'hui, mais qui permet de comprendre la double causalité, qui permet de comprendre la fonction essentielle de la reliance au soi, c'est-à-dire à plus grand que nous, la reliance à notre inconscient même, eh bien, on s'aperçoit que la conscience, en fait, on peut la définir au top, au mieux, comme étant un système de navigation. À l'intérieur du corps, donc tout se passe comme si elle était à l'intérieur d'un habitacle. Le cerveau, c'est le tableau de bord. La conscience, elle est à l'intérieur, donc évidemment, ce qu'elle perçoit, c'est limité par les capacités de notre cerveau. Et d'ailleurs, dans les expériences de mort imminente, les aveugles retrouvent la vision. C'est parce qu'ils sont sortis de l'habitacle.
Mais il faudrait pas croire que c'est mon cerveau qui crée ma conscience visuelle. Ça, c'est juste impossible. C'est impossible pour au moins deux raisons. D'une part, les réseaux de neurones qui se trouvent dans le cerveau sont incapables de reconstruire une image visuelle. Ils sont incapables, c'est pas leur fonction. Et d'autre part, de toute façon, une fois que l'information très complexe de la vision a commencé dès qu'elle a commencé à entrer dans le cerveau après être passée par la pupille, elle subit des phénomènes très complexes, dynamiques, qui concernent l'interaction entre les différentes aires cérébrales, et du coup l'information se perd. Ça, c'est quelque chose que les physiciens n'ont pas encore bien compris, c'est la perte d'information dans les interactions. Bon, moi je l'ai bien compris parce que j'ai fait des simulations très complexes dans le domaine des phénomènes dynamiques complexes, j'ai publié là-dessus, et je sais que l'information se perd dans les interactions, c'est d'ailleurs le cas dans un billard. Et je me suis rendu compte que dans un réseau de neurones, c'est également le cas. Et donc il est impossible de reconstruire une image visuelle à partir d'une information qui aurait été traitée par le cerveau. C'est juste pas possible. Donc déjà cet argument-là, et l'autre argument que un cerveau n'est pas architecturé. La connexion entre les synapses et les neurones n'est pas architecturée pour reconstruire l'information d'une conscience. Donc ça veut dire que cette conscience visuelle, elle vient d'ailleurs. Elle vient pas du cerveau. Et c'est confirmé par le fait que des gens sont capables de sortir de leur corps et de conserver leur conscience, que des gens sont capables de vivre des expériences de mort imminente, ou même sans mourir. Par exemple, vous allez avoir un accident, finalement vous allez vous en réchapper, vous êtes en train d'avoir un accident, vous allez en réchapper, vous n'allez pas avoir la moindre égratignure. Et puis pendant le temps de l'accident, il y a un tel traumatisme, une telle peur que vous vous retrouvez au-dessus de la bagnole en train de se cracher, et vous vivez tout l'accident depuis l'extérieur de votre cerveau. Il y a plein de témoignages comme ça. Notre conscience n'est pas produite par le cerveau. Notre conscience, elle est différente du cerveau, elle est corrélée au cerveau. Bien sûr qu'elle est corrélée. Les personnes qui sortent de leur corps, les expérienceurs de mort imminente témoignent qu'ils perçoivent le monde à 360 degrés. D'accord ? Et ils ont des capacités perceptives qui dépassent largement les nôtres. Ils sont capables de zoomer sur un objet comme s'ils se rendaient tout près de cet objet. Et d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre le fait de zoomer sur un objet et se rendre près de cet objet parce que l'espace n'existe pas. Voilà, ces phénomènes se produisent. Une personne elle est capable d'aller chercher une information qui se trouve complètement en dehors, inatteignable par ses facultés cérébrales. Mais ça veut pas dire, mais ça ne prouve pas que la conscience se déplace en dehors du cerveau. Mais on s'en fout. On s'en fout. L'espace n'existe pas. De toute façon, la notion de déplacement à l'intérieur d'un espace est une illusion. Lorsqu'un témoin vous dit que sa conscience se déplace en dehors de son cerveau, lorsqu'il vous dit qu'il est allé voir ce qui se passait là-bas et qu'il l'a vu, et en plus lorsqu'il vous le prouve, etc., et que vous dites et qu'on dit que ça ne prouve pas et que ça peut peut-être s'expliquer autrement, etc., on s'en fout. Alors, voyage temporel, conscience universelle, loi d'attraction, voilà un physicien bien peu orthodoxe, hein. Et pourtant, est-ce qu'il n'est pas le lauréat du prix Cristal du CNRS ou de je ne sais plus quoi? Ouais, Cristal, c'est quand même pas rien, non? Un homme du système. Et donc Philippe Guillemant est le seul physicien sérieux, reconnu, classique, à faire le lien entre la physique quantique et notre vie et notre souveraineté personnelle et notre capacité en tant qu'être humain à faire fonctionner pour nous-mêmes et par nous-mêmes la mécanique quantique. En général, on dit c'est très très compliqué, ça implique des machines, des calculs, des connaissances, et c'est à peu près le seul qui nous ramène à l'ici et maintenant de nos vies et nous rend notre pouvoir. Bon, on l'avait pas attendu, enfin, moi personnellement je l'avais pas attendu, mais beaucoup de gens attendent de la science un positionnement comme celui-là, ou plutôt une ouverture comme celle-là.
Plutôt que de purement et simplement déserter une science qui n'a rien de scientifique, nous voulons forcer la science à admettre les évidences. Pourquoi pas? Alors l'un des points les plus importants, n'est-ce pas, et sur lequel je mettrai volontiers l'accent, c'est que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau. La conscience, c'est la conscience, et le cerveau, c'est le cerveau. Ils appartiennent à des dimensions totalement différentes de cette réalité. Mais nous n'avons pas encore fini notre voyage improbable dans les univers parallèles et multiples, et nous retrouverons très prochainement Philippe Guillemant pour la suite.